Il y a une question sur Jean-Luc Mélenchon que l'on s'est posée à l'Express. Jean-Luc Mélenchon, c'est le leader de la France insoumise. Il lui a manqué 400 000 voix pour être au deuxième tour de la dernière présidentielle. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Et il a complètement bouleversé sa stratégie électorale en 10 ans. Et avec des résultats impressionnants, notamment dans les banlieues. Alors beaucoup a déjà été écrit sur le clientélisme de Jean-Luc Mélenchon, notamment à l'Express. Mais nous, on voudrait maintenant comprendre si cette stratégie marche et si Jean-Luc Mélenchon, s'il poursuit cette trajectoire électorale, pourrait arithmétiquement remporter la prochaine présidentielle de 2027. 22 octobre 2023. Place de la République à Paris, une manifestation en soutien à la Palestine. La France insoumise est présente, mais de nombreuses personnalités de gauche ont refusé de s'afficher à leur côté parce que la France insoumise refuse le terme de terroriste pour qualifier l'attaque du Hamas du 7 octobre. Nous condamnons tous les crimes de guerre, qui que ce soit qui les commette. Et c'est vrai que ça a sidéré beaucoup de monde, y compris, je pense, parmi certains électeurs de la France insoumise. Dans la NUP, on le sait, ça a créé des remous, qu'il y ait des intentions derrière ces circonvolutions sémantiques qui sont des intentions de clin d'œil clientéliste, communautariste, voire parfois à connotation antisémite. Place de la République, le leader de la France insoumise rédige un post qui scandalise une partie de l'opinion, disant que la présidente de l'Assemblée nationale va camper à Tel Aviv pour encourager le massacre, avec toute la charge émotionnelle que l'on connaît sur ce mot. Mais il dit aussi une chose intéressante juste avant, voici la France. J'allais dire, c'est une des fonctions du politique et du discours politique de décrire et de dessiner la France telle qu'il la voit, et de décrire la France ou les groupes sociaux pour lesquels son parti politique ou l'homme politique qui prononce le discours se mobilise et se bat. Et pour reprendre une formule mélenchonienne, on peut dire « ceux-là sont les nôtres ». Alors depuis quand ? Depuis quand Jean-Luc Mélenchon a-t-il changé son fusil d'épaule en adaptant son discours à ces nouvelles circonstances électorales ? Ils avancent vers le pupitre. Il monte sur le podium. Mélenchon. Je pense qu'il faut remonter le film en 2012, première campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon. De mémoire, il fait 10% à l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon décide symboliquement d'aller défier Marine Le Pen dans son fief d'Hénin-Beaumont, donc au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais. Tous les coins d'ici, je les connais. Je les ai appris quand j'avais 20 ans. La catastrophe de Courrières, le premier délégué syndical, la première convention collective. Tout ça, je l'ai appris dans les livres quand j'avais 20 ans. Monsieur Mélenchon, oui. Il est encore dans un logiciel très classique, d'une gauche radicale, et qui se veut à la pointe du combat antifasciste. Je forme le vœu que les citoyens veuillent majoritairement être représentés à l'Assemblée nationale par quelqu'un qui porte comme réponse à la crise le social et pas l'ethnique. Le soir du premier tour, c'est une double claque pour le leader du Front de gauche. D'abord, Marine Le Pen arrive largement en tête, et puis le socialiste Philippe Kemmel l'élimine en obtenant 1 millier de voix de plus que lui. La loi est ainsi faite que c'est donc lui qui sera au deuxième tour et non pas moi. Je pense que de ce moment-là date la prise de conscience que la reconquête par la gauche, et notamment par la formation de Jean-Luc Mélenchon, d'une partie de l'électorat populaire, de ce qu'on pourrait appeler la France périphérique, pour parler comme Christophe Guilluy, n'est pas possible. Et puis, à la même période, il y a le rapport d'un think tank proche de la gauche, qui s'appelle Terra Nova, et qui suscite quelques remous. On peut lire que le socle historique de la gauche, à savoir les classes populaires, se dérobe. Et qu'il faut donc se tourner vers la France de demain, unifiée par ses valeurs culturelles et progressistes. Et donc voilà la nouvelle cible, les diplômés, les jeunes et les minorités. Cette note avait quand même un petit peu fait du bruit parce que c'était
qu'on le veuille ou non, une trahison de l'électorat traditionnel de la gauche, qui, cela dit, s'était déjà largement senti trahi les précédentes années et avait commencé de migrer vers l'abstention, voire parfois pour le vote Front National à l'époque. Néanmoins, ça n'a pas visiblement rebuté Jean-Luc Mélenchon, parce que franchement, sa stratégie électorale depuis au moins 2012, c'est celle-là. Il aurait de la gueule, notre député. Voici notre porte-parole en quelque sorte. Merci d'accueillir Jean-Luc Mélenchon. Aux législatives de 2017, Jean-Luc Mélenchon choisit comme terrain de jeu électoral la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et l'emporte largement au second tour contre la candidate de la majorité. Mais alors s'il y a bien un département qui symbolise à lui seul le pivot orchestré par Jean-Luc Mélenchon, c'est la Seine-Saint-Denis. En 2012, Mélenchon est 3e, derrière François Hollande et Nicolas Sarkozy, avec presque 17% des voix. 5 ans plus tard, il double son score et se place en tête, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et enfin, en 2022, il obtient 49% des voix au premier tour. Bref, en 10 ans, Jean-Luc Mélenchon est devenu le patron du 93. Dans d'autres villes, sa progression est tout aussi spectaculaire, comme à Trappes, dans les Yvelines, ou encore à Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise. Jean-Luc Mélenchon va bénéficier d'un vote massif, à la fois des quartiers, mais aussi de l'électorat issu de l'immigration, qu'on peut synthétiser en parlant d'un vote banlieusard, et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Et alors, il y a une autre particularité du vote mélenchoniste en 2022 qui a étonné les politologues. Quand on regarde les chiffres de l'IFOP, l'électorat qui se déclare de confession musulmane a voté à plus des 2/3 au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. On n'a aucun autre groupe social ou culturel qui a voté dans de telles proportions pour un même candidat. Alors cette progression, elle s'explique par des prises de position culturelles fortes, comme le préconisait d'ailleurs Terra Nova, mais aussi bien sûr par les mesures sociales proposées par LFI et qui résonnent davantage dans ce que Jérôme Fourquet appelle l'électorat banlieusard. Mais vous avez compris la bascule, c'est qu'on ne va plus chercher l'électorat de la France périphérique, mais plutôt celui des banlieues. Or, ce sont des territoires qui sont marqués par l'abstentionnisme. Alors est-ce que ça peut marcher ? Reprenons l'exemple de la Seine-Saint-Denis. Quel vivier électoral Jean-Luc Mélenchon peut-il encore aller chercher ? L'abstention à la présidentielle de 2022 a été particulièrement élevée à 30%. Si l'on fait baisser l'abstention de 10 points avec un travail militant colossal, cela veut dire que 80 000 bulletins supplémentaires seraient en jeu. Dans un département où un électeur sur 2 vote Mélenchon, cela représente quand même 40 000 voix. 40 000 voix, on peut se dire c'est énorme, mais souvenez-vous, il a manqué 400 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour parvenir au second tour de la présidentielle en 2022. Alors des exploits comme celui-ci, il faudra en faire beaucoup. Et en partant aussi du principe, ce qui est loin d'être sûr, que Jean-Luc Mélenchon parviendra encore en 2027 à rassembler toute la gauche derrière lui. Mais en tout cas, la voie à suivre pour lui, c'est bien celle-ci, aller chercher les abstentionnistes. Je veux dire haut, fort et ferme que l'abstention est le pire qui puisse nous arriver. Car les sondages disent, de la manière la plus claire qui soit, plus ça vote, plus nous sommes forts, moins ça vote, plus Macron et Le Pen sont forts. Pour dégeler cet électorat-là, il faut, comme dit Jean-Luc Mélenchon, parler dru, cru et fort. Et donc il s'agit de provoquer un électrochoc pour ramener vers la politique un électorat qui est aujourd'hui désaffilié. Et c'est dans cet état d'esprit que Jean-Luc Mélenchon multiplie les prises de position qui, selon lui, seront appréciées de son électorat. Par exemple, en 2021, au moment de la loi contre le séparatisme, Les insoumis auront marqué et marqueront, aussi longtemps qu'il le faudra, leur opposition absolue à cette loi contre-républicaine, dont la vocation anti-musulmane est assez claire pour qu'elle ait été une nouvelle fois fort hypocritement rappelée à cette tribu. ou encore en juin 2023, en réaction à l'interdiction de l'abaya à l'école. C'est le mien. Je dis qu'il y a une obsession contre les musulmans dans les médias et dans la parole officielle de ce pays. Donc le port d'abaya, c'est pas un problème. L'abaya n'est pas une tenue reconnue par la foi musulmane comme une tenue musulmane. Et certains disaient la même chose pour le voile, monsieur Mélenchon. Moi, je me souviens très bien quand la chose a basculé en termes, en tant qu'éditorialiste, quand j'ai vraiment vu quelque chose qui m'a
alerter. Question politique est en direct avec le président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale et député. C'était lors d'une interview radiophonique de Mélenchon, un petit peu avant la dernière élection présidentielle, et où il disait, vous verrez, il y aura un événement grave qui se passera comme avant toutes les élections présidentielles. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été, ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Donc tout ça c'est écrit d'avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà. L'idée que un terroriste islamiste qui va assassiner des Français militaires dans la rue, des Français juifs, des enfants, en fait, ce soit un fait divers, en gros, monté en épingle pour stigmatiser les musulmans, on est au cœur d'une matrice complotiste. Donc, si vous voulez, c'est plus que des clins d'œil, c'est une stratégie. Voilà. Je ne dis pas que je sois une projection sympathique pour tout le monde, mais pour des millions de braves gens, simples, oui. Alors si cette stratégie pourrait le mener au second tour de l'élection présidentielle, avec un travail militant colossal, avec une situation politique qui lui est favorable aussi à gauche, est-ce qu'il pourrait maintenant franchir la dernière marche, celle qui le conduit à l'Élysée? Au deuxième tour, il faut viser 50% ensuite. Et avec un discours comme ça, c'est évident que vous n'êtes pas en capacité d'atteindre la majorité, puisque le centre de gravité du pays, idéologiquement, il est très loin de ça. On parlerait d'une stratégie de premier tour, en fait. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui vise à bétonner sa base électorale, et toutes choses étant égales par ailleurs, et on n'est pas sur des considérations morales. Cette situation-là, plus exactement, ressemble un peu à celle qui était celle de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement très anti-système, très radical, qui parlait à sa base la plus convaincue, qui était une base substantielle, qui pouvait lui permettre de tutoyer ou d'accéder au second tour, mais on l'avait vu en 2002, si tant est qu'il soit qualifié au second tour, il s'était fait écraser. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. Estimation Ipsos vis-à-vis, tout de suite une image. La question qui ne s'adresse pas que à Jean-Luc Mélenchon, qui est à quoi sert la politique, ça n'est pas que draguer des clientèles. C'est aussi s'adresser à tout le monde, dans un but non pas forcément de convaincre tout le monde, ce n'est même pas le but, mais de se dire qu'à la fin, on fait quand même une société, une nation commune. Or, clairement, Jean-Luc Mélenchon, non seulement par les thèmes qu'il a décidé de labourer, mais aussi par le format, c'est-à-dire le buzz permanent, le coup d'éclat permanent, le théâtre permanent, a décidé d'être dans le clientélisme électoral très fortement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et puis abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt sur l'Express.